le monde. Merci d'être si nombreux et nombreuses à cette projection. Ciao, ça va? Pour les plus jeunes, vu qu'on a deux classes ce soir avec nous, merci d'être là. Vous êtes à la Cinémathèque suisse, donc votre cinémathèque nationale. C'est la 6e cinémathèque dans le monde par rapport à l'importance de sa collection, des films notamment. D'ailleurs, le film que vous allez voir dans quelques instants est issu de notre collection. Donc c'est un film à 35 mm. Donc encore de la vieille bonne époque. Je vous le signale parce que si vous voyez des rayures comme ça, c'est normal. Alors nous sommes là ce soir grâce à cet ouvrage, le dernier ouvrage d'Hervé Dumont, qui est ici avec nous et qui est historien de cinéma, mais aussi ancien directeur de cette institution. En fait, pour ce nouveau livre, Hervé Dumont s'est penché autour du mythe de roi Arthur de la table ronde au cinéma. Tout à l'heure, nous avons montré un film de Rohmer, et la raison pour laquelle je suppose que vous êtes si nombreux, c'est parce que le film que nous allons montrer, c'est un film culte pour les jeunes générations, le film de Monty Python. N'empêche que c'est un film extrêmement intéressant et important, aussi par rapport à sa source d'inspiration, c'est-à-dire les Chevaliers de la Table Ronde et le mythe d'Arthur. Pour cela, je laisse la parole à Hervé Dumont, que je remercie encore une fois d'être ici avec nous et surtout de nous inspirer toujours de belles soirées grâce à ces livres. Et à la prochaine, je te laisse la parole. Merci. Merci, Vika. Alors, Monty Python, je pense que vous savez environ qui c'est, parce que sinon la salle ne serait pas aussi pleine. Il faut tout de suite dire et avertir, attention, c'est un film qui a été fait par on ose dire, des spécialistes. Alors, il est co-signé par deux personnes. Il y a évidemment l'Américain Terry Gilliam, qui est le seul étranger dans le groupe. Mais lui, il est devenu mondialement célèbre grâce à des films comme Brazil, comme Le Baron Munchausen, etc., etc. Et lui s'est surtout occupé, pendant toute l'époque où les Monty Python travaillaient, notamment à la télévision, à la BBC, s'occupait d'animation. À côté de lui, co-signataire, Terry Jones. Alors lui, c'est un Anglais pur souche. Et bien plus que cela, si j'ose dire, c'est un homme qui a fait des études de médiévistique du Moyen-Âge à Oxford et qui a écrit plusieurs livres. C'est un grand spécialiste du poète du XIIIe siècle, XIVe siècle, pardon, Chaucer, l'auteur des contes de Canterbury. Et il a écrit même un livre qui s'appelle, sauf erreur, The Barbarians, c'est-à-dire les barbares, où il décrit, avec document à l'appui, la rencontre entre les Romains et puis disons, les Gaulois, les Celtes, les Germains, etc. Et je vous assure que les barbares ne sont pas ceux qu'on croit. C'est effectivement les Romains, à la fin de son étude. C'est assez brillant. Donc, quelqu'un qui sait très bien de quoi il parle. Les autres lurons, trublions des Monty Python, je ne veux pas oublier les noms, mais c'est frappant aussi, c'est que il y a Michael Palin qui a aussi fait des études universitaires à Oxford. Il y a Eric Idle et John Cleese et Graham Chapman, les trois derniers, qui eux ont fait des études à Cambridge. Donc vous voyez, ce n'est pas tout à fait des analphabètes. Même si on est ici, je ne sais pas si c'est du très grand cinéma, mais c'est le dernier de mes soucis, on rit énormément. Vous savez, vous l'avez entendu sans doute. C'est le premier film que ce groupe de Monty Python veut faire pour le cinéma. Ça n'est pas tout seul, comme je vous ai dit, il travaillait surtout à la télévision. Donc il a fallu réunir, le sujet a été choisi par tout le monde, évidemment surtout Terry Jones, tenait à s'approcher de cette matière qu'il connaissait très bien. Et d'ailleurs, on voit dans ce film qu'il connaît même les sources les plus invraisemblables, des détails qui n'ont jamais été traités dans aucun des quelques 210 autres films et téléfilms consacrés à cette matière, n'ont jamais été traités avant.
ici, évidemment, il les traite à sa manière, c'est une autre chose, mais on voit très bien qu'il connaît ses sources. Oui, alors il s'agissait effectivement de trouver de l'argent, et personne ne voulait financer un premier film de cinéma de Monty Python, en n'ayant absolument aucune assurance quant à les capacités, la mise en scène, etc. Et c'est vrai que on sait que pendant le tournage, qu'il n'est pas allé tout seul, Terry Gilliam était surtout préoccupé du cadrage et du langage cinématographique, tandis que son co-réalisateur, lui, préférait s'occuper des gags et puis du scénario, il s'est pratiquement bien de lui. L'argent, ils l'ont trouvé surtout grâce à des copains, à Led Zeppelin, à Pink Floyd, donc des copains de rock qui ont financé, qui ont réussi à réunir quelques 230 000 livres sterling, enfin, une somme dérisoire pour faire un film. Ce qui explique que le budget étant tellement petit, ils ne pouvaient pas se payer de chevaux. Ce qui explique de nouveau, pour ceux qui connaissent déjà le film, le coût des noix de coco, c'est d'abord une solution de s'en tirer parce que c'était beaucoup trop cher de louer des chevaux. Il y a un seul cheval qui apparaît pendant quelques secondes dans le film, je ne vous dis pas lequel, je ne vous dis pas quand, mais enfin, voilà, c'est l'unique animal qu'on voit. Ensuite, ils ne pouvaient pas se payer de casting d'acteurs. Donc ils ont tous décidé qu'ils allaient chacun jouer entre 3 et 5 rôles différents. Chacun son tour. Ensuite, les 4/5 du film a été tourné en Écosse. Et en Écosse, ils ont eu affaire avec le département de l'environnement écossais, qui a refusé d'abord, scandalisé, outré en lisant le scénario, qu'on traitait une matière aussi sacro-sainte pour, disons, la soi-disant légende fondatrice du royaume britannique, d'Angleterre, que finalement, ils leur ont autorisé uniquement de filmer de loin le château de Stalker tout à la fin, on le voit sur un îlot, rapidement. Et puis, sinon, ils leur ont prêté le château de Dune, que les Monty Python ont filmé dans tous les angles possibles pour toujours faire croire que c'est un autre château. Alors, évidemment, la scène de masse à la fin, qu'on voit, masse c'est beaucoup dire, mais il y avait comme une centaine de personnages, c'est tous des étudiants du coin qui étaient payés quelques livres pour participer au tournage qui a duré cette scène une journée. Donc vraiment, on s'est débrouillé avec des bouts de ficelle et c'est assez brillant de voir le résultat. Voilà, cela dit, ce qui est intéressant, ce qu'on retrouve notamment dans ce film, c'est la rivalité entre les Anglais et les Français. C'est-à-dire qu'on a un groupe de chevaliers bretons français qui affirment qu'ils ont, eux, un Graal, et qu'ils ne vont pas le donner aux Anglais. Alors les Anglais vont évidemment les assiéger, etc. Ils vont se lancer des animaux, enfin on ne dit pas le reste. Toujours est-il, ça reflète, si vous voulez, la rivalité qu'il y a eu tout le temps entre l'Angleterre et la France au sujet notamment du Graal, parce que il est vrai que le Graal apparaît dans les sources écrites, parce qu'avant évidemment il y a une tradition orale de plusieurs siècles, mais dans les sources écrites, il apparaît pour la première fois dans l'Hexagone français. Et les Anglais sont très jaloux, bien sûr, parce que eux, ils en ont fait, comme je vous l'ai dit, ils en ont fait une légende fondatrice, absolument essentielle pour leur histoire ou pour leur mythologie pseudo-historique, peu importe d'ailleurs. Et vous allez même retrouver un lapin de Troie, qui est un renvoi ironique à une des falsifications de la légende. Au Xe siècle déjà, on a trouvé un ancêtre du roi Arthur qui aurait été un des nombreux neveux de Énée à Troie, un personnage que Homère a oublié dans son Iliade, mais enfin qui a beaucoup rassuré les Anglais, parce que comme ça, vous voulez dire que notre lignée royale descend de Troie. Ça faisait très bien à l'époque. Aujourd'hui, je suis moins convaincu. Cela dit, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la démarche générale du film est intéressante.
indépendamment de, disons, les éclats de rire, les Monty Python ont pris pour modèle, tenez-vous bien, Cervantes et le Don Quichotte. Ceux qui connaissent Don Quichotte savent que c'est un homme qui a pratiquement perdu la raison à force de trop lire de romans de chevalerie. Il s'agit bien, il voulait montrer, Cervantes, que ces romans de chevalerie s'étaient faits de clichés complètement inventés. La chevalerie à l'époque de Cervantes avait disparu depuis en tout cas 3 siècles, ou 2 siècles et demi. Et c'est exactement ce que font ici les Monty Python. Ils ne vont pas faire un film pour se moquer du mythe d'Arthur. Ils vont faire un film pour se moquer des films qu'on a fait sur le mythe d'Arthur. De tous ces lieux communs de films de chevalerie qui sont grotesques, tout ce Moyen-Âge bouffon qu'on peut voir dans certains films. Il y a même ici, à un certain moment, une sorcière qu'on brûle. Les sorcières, on les a brûlées au début de la Renaissance, au XVe siècle. Et pas du tout à cette période-là. Mais enfin, bon, peu importe, ça, il le savait très bien. Mais il reprenait vraiment tous les lieux qu'on peut voir dans ce genre de film pour montrer quelque part que il est quasi impossible, avec notre mentalité et notre vision du monde aujourd'hui, de vraiment s'approcher de ce mythe qui est plein de mystères, qui reste encore quelque chose qui fascine les écrivains, les savants, les philologues, etc., et où ils s'arrachent les cheveux, on tourne plutôt les cheveux l'un à l'autre, bien sûr, pour prouver que c'est eux qui auraient raison et puis pas l'autre. Vous verrez d'ailleurs qu'elle sort en réserve à un très érudit professeur qui pourrait être de Oxford ou d'université française. Je vous laisse découvrir la chose. Ce moment dramatique va être d'ailleurs une des clés du film. Cela dit, bon, je vous souhaite beaucoup de plaisir, amusez-vous bien. Oui, encore une chose. Ça résume bien le truc. Le film, évidemment, est sorti en DVD. Et il y a eu un certain moment, comme c'est la mode, une réédition avec un bonus hyper spécial. Un bonus avec le director's cut, c'est-à-dire la version coupée voulue par le metteur en scène du film qu'on lui a empêché de montrer pour des raisons X. Il fait 24 secondes de plus. C'est rien. Il y a eu après cela une autre réédition, 3 ou 4 ans plus tard, encore mieux, avec un bonus encore plus formidable, des sous-titres pour ceux qui n'aiment pas le film. Ces sous-titres consistent en quoi? C'est des extraits de la pièce Henri IV de William Shakespeare. Voilà.